Le cheval plaît beaucoup, hein. C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et de se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Vous l'attendez depuis longtemps et le voici enfin. En novembre dernier, nous avons profité d'Équitalion pour rencontrer un homme de cheval engagé, influent et reconnu pour son œil expert dans la détection de futurs cracks. J'ai nommé Bruno Rocuet. Enregistrer cet épisode n'a pas été la tâche la plus aisée pour nous, car Bruno aime se faire discret. Pourtant, il suffit de trouver un moyen de passer cette première barrière de réserve pour découvrir une personne volubile qui raconte son histoire avec beaucoup de sincérité et de transparence et qui partage ses idées et ses convictions avec ferveur. Pendant une heure qui aurait pu d'ailleurs s'étirer et se multiplier tant l'histoire de Bruno est fournie, nous l'avons cuisiné pour comprendre ce qui semble être une recette absolument infaillible, sa méthode pour détecter et dénicher des chevaux et des cavaliers de talent. Car c'est bien à ses côtés et au sein de son écurie que se révélèrent Kevin Stott, Valentin Bénard, Guillaume Batillard, Régis Bouguenec, Thomas Rousseau, Nicolas Layec et sa fille bien sûr, Margot Rocuet. Impossible par ailleurs de vous livrer une liste exhaustive des chevaux détectés, formés puis commercialisés par Bruno, tant ils sont nombreux, mais nous retiendrons bien sûr l'incroyable Dubaï du Cèdre. Alors installez-vous confortablement et ouvrez grand les oreilles, car l'histoire que vous vous apprêtez à entendre n'a rien d'ordinaire. Bonne écoute. Bruno Rocuet, cela fait plusieurs années maintenant qu'on essaye de vous avoir à notre micro. Pour la petite anecdote, il y a 2 ou 3 ans, on devait enregistrer un épisode avec vous au Grand National du Mans. Et vous nous avez fait faux bond au dernier moment pour partir à la pharmacie. Donc maintenant, vous êtes devant notre micro, Bruno, et vous n'avez plus le droit de vous en aller. Bruno, vous êtes une personnalité forte, à part entière. Vous ne mâchez pas vos mots. Vous dites les choses comme vous le pensez, qu'elles soient positives ou négatives. Et sans doute, indéniablement, parce que vous êtes une personnalité écoutée de ce milieu. C'est en tout cas la sensation que j'ai. Cavalier d'abord, vous êtes aussi éleveur et marchand de chevaux. Ce qu'on peut souligner chez vous, c'est votre capacité et compétence à faire émerger des talents dans votre écurie. Je parle des chevaux, bien sûr, mais aussi des cavaliers. Pour rappel, vous avez mis en lumière des cavaliers comme Kevin Stott, Guillaume Batillard, Régis Bouguenec, Thomas Rousseau, Valentin Bénard et désormais les excellents Nicolas Layec. On va bien sûr parler de toutes ces personnes-là, mais d'abord j'aimerais parler de vous. Est-ce que Bruno, vous pourriez vous décrire? Quels mots pourrait utiliser votre entourage pour dire qui est Bruno Rocuet? Quelle est votre personnalité? Il y a un peu 2 aspects, c'est-à-dire que pour le public, les gens que je connais pas, qui me croisent comme ça, je suis quelqu'un qui est pas facile à aborder, qui fait pas beaucoup d'efforts non plus pour aller vers les autres. Donc c'est pas facile. Je suis pas le style de garçon où vous arrivez, vous tapez sur l'épaule en disant « Ah, ça va Bruno, t'es en forme et tout ». Si on me connaît pas, donc ça marche pas comme ça. Je crois que c'est un peu les gars les gens de ma région, du Finistère, des Bretons purs et durs. C'est pas, je sais pas qu'ils sont pas fermés sur eux-mêmes, mais ils ont pas, c'est pas des gens du Midi quoi. Ils ont pas, moi je suis pas comme ça. Après, quand on me connaît, et en amitié ou professionnellement ou dans la vie, je suis tout à fait normal. Je suis tout à fait normal. J'ai du sens de l'humour. J'adore rire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui me font rire, mais j'adore rire. Et justement, quand je suis ici à Lyon, je prends tout le temps Hubert Bourdi parce que j'étais très bon public et Hubert a été incroyable pour ça. Et il y a des gens avec qui ça le fait. Pas beaucoup de gens, mais quand ça le fait, ça le fait. Donc voilà, c'est un peu compliqué au premier abord.
Et c'est pas briser la glace parce que je pense pas être quelqu'un de glacial, mais c'est vrai que je dégage pas. Je suis pas très joyeux comme ça au premier abord et pas très bavard. Mais après, je peux vous prouver que je peux l'être vraiment, vraiment, vraiment. Mais on y compte bien. Alors Bruno, bien sûr, on connaît déjà parce qu'on a suivi le sport depuis très longtemps, même si on est un peu plus jeune que vous, mais on connaît les grandes étapes de votre carrière. En tout cas, on vous a vu en piste, on vous a vu œuvrer à cheval au milieu de la piste, et puis on vous a vu ensuite coacher et œuvrer du bord de piste aussi beaucoup. Nous, ce qu'on aimerait comprendre, c'est peut-être quel a été le début de toute cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel contexte vous avez grandi, dans quel contexte vous avez découvert le cheval, l'équitation et nourri votre ambition de devenir cavalier? J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu de la chance. Je viens d'un milieu vraiment modeste, qui était, surtout à l'époque, c'était les chevaux et c'était vraiment réservé à des gens aisés. Et donc mes parents, je viens d'un milieu très très modeste. J'ai été jusqu'à l'adolescence, j'ai été élevé avec mes 2 petits frères dans un 2 pièces. Donc vous imaginez ce que c'est 2 pièces. Jusqu'à l'adolescence, c'est pas rien, une cuisine, une chambre. Donc j'ai été élevé dans un milieu vraiment qui était à l'opposé du milieu des gens des chevaux, des gens riches. Par contre, je ne sais pas pourquoi, en passant devant la pancarte, même Club Épique, j'avais quand même des frissons. Il y a un truc qui se passait. Et j'avais vraiment toujours été attiré par le monde des chevaux, mais j'étais tellement loin de tout ça. Je n'avais pas beaucoup de chance quand même de croiser un cheval dans mon quotidien. Pour la petite histoire, mon grand-père maternel faisait du commerce de bestiaux et achetait des chevaux et des vaches sur leur marché. Le jour après, faisait un autre marché et faisait un petit profit et revendait ses vaches ou ses chevaux. Donc peut-être j'ai ça dans mes veines, le côté quand même un peu marchand, et j'avais peut-être ça très très loin. Mais bon, de là à le mettre en exécution, c'était quand même bien abstrait. J'ai travaillé, j'ai fait des trucs horribles. Hein. J'ai travaillé à la gare de ma ville natale, Quimper. J'ai lavé les trains toute la nuit pour pouvoir me payer mes premières leçons au club hippique. Donc c'est des moments que j'oublierai pas parce que ça m'a vraiment forgé. C'est aussi peut-être pour ça que je suis assez dur. J'ai vraiment évolué dans un milieu où personne ne se faisait de cadeaux, mais je voulais quand même y arriver. Donc en travaillant la nuit, j'ai réussi à l'époque, j'ai acheté un ticket pour aller monter au club hippique. Parce que mes parents, évidemment, ils ont tout fait pour pas m'empêcher. Mais c'était vraiment un milieu de gens riches. Et dans ce club hippique, en l'occurrence à Quimper, j'ai croisé des gens de ma génération, enfin des jeunes. Et j'ai croisé des gens avec qui j'ai sympathisé. Et qui, eux, faisaient du concours hippique déjà à un bon niveau. Et j'étais un peu groom, j'étais un peu tout, petit copain, groom. J'ai assisté déjà à des belles épreuves en tant que spectateur. Et j'étais tout le temps émerveillé. Mais j'ai jamais pensé que... La route a été longue, mais elle n'a pas été du tout semée d'embûches comme on peut penser. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment très, très compliqué, plus compliqué qu'à mon époque. Mais je n'ai pas le sentiment d'avoir galéré. Ça s'est fait naturellement avec des rencontres. Et c'est vrai que la première rencontre, c'était au sein d'un club hippique avec des gens super qui m'ont un peu accueilli dans leur famille. Mais chaque fois que je rentrais chez moi, il y avait un tel décalage entre ce monde-là et le monde ouvrier de mes parents. Et ma mère me disait, mais Bruno, il n'y a aucune chance. Tu dois faire tes études, tu dois passer ton BEP, tu dois passer ton brevet de technicien agricole. Ma mère voulait que je sois contrôleur laitier. Enfin, je voulais toujours me rapprocher de la terre. Mais chaque fois que je rentrais à la maison, c'était des disputes. Et mes parents, ils ont tout fait pour me dissuader de me rapprocher de ce milieu-là et d'essayer de percer. Et je dois dire qu'il a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Parce que je sais que c'est le jour de mon mariage où ma maman s'est levée et il y avait tous mes amis. Bon, j'étais marié, j'avais déjà 2 enfants. Mais elle s'est levée, elle a dit, il y avait tous mes amis. Je dis, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle dit, voilà, je voulais dire que je suis fier de toi, que si tu as réussi, c'est pas du tout grâce à notre aide. Au contraire, j'avoue, j'ai tout fait pour te dissuader d'aller dans cette branche. Et aujourd'hui,
je suis fier de toi. J'étais quand même ému parce que c'est vrai qu'elle a attendu longtemps avant de dire qu'elle était fière de son fils. Parce que les chevaux, à l'époque, je vous dis, c'était vraiment ou un passe-temps ou pour les riches. Donc j'étais vraiment bien, bien loin de ça. Et chaque étape de ma vie, j'ai croisé des gens qui m'ont donné la chance. Après, j'étais vraiment sûrement plus enragé, plus passionné que certains. Toi, j'avais pas le choix. Parce que j'ai croisé des copains qui avaient tout en naissant et qui aujourd'hui ont moins. Moi, j'avais rien. Donc, si vous voulez, mon projet, c'était... mon ambition secrète, c'était quand même de grandir là-dedans. Sans imaginer un seul instant que quand j'allais voir la Baule, c'était pas très loin de la Bretagne, j'étais comme un gosse, sans imaginer, même dans un rêve, que j'allais gagner la Coupe des Nations, la Baule, des années après. Donc, c'est arrivé, et c'était aussi par rapport... je suis un petit peu trop bavard, mais c'est pour les gens d'aujourd'hui, c'est pas mon exemple. Et on est en France quand même, si on se bat et tout, on peut quand même y arriver. Je pense en Amérique, ça n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas réussir ce que j'ai fait. Je pense que par contre, aujourd'hui, avec du courage, la passion, les bonnes rencontres, on peut quand même faire son chemin. Continuez à être bavard, Bruno, c'est parfait. Justement, vous avez dit que vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens qui vous ont aidé. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de ces personnes qui vous ont donné votre chance et puis peut-être qui vous ont inculqué leur philosophie? Est-ce qu'il y a des personnes qui sortent du lot et dont vous vous êtes inspiré? Pas tellement. Non, pas tellement. Je voulais vraiment tracer ma route et je ne me suis jamais trop retourné sur ce que les gens disaient de moi ou... J'ai toujours continué ma route. Évidemment, je ne crois pas être un arriviste ni être quelqu'un qui a voulu réussir coûte que coûte. Ça s'est fait naturellement. À mes débuts, j'ai entraîné des pur sang, j'ai débourré des yearlings. Je fais des trucs qui ne me plaisaient pas, mais je voulais qu'il se passe quelque chose. Et après, j'avais donc un diplôme agricole. J'ai eu la chance d'avoir un prêt à l'époque, un prêt JA, donc c'est un prêt jeune agriculteur à un taux de 0,01%. Donc ça m'a aidé aussi. Et oui, il y a eu des rencontres. Il y a eu Catherine Champagne, ma première propriétaire. Et avec mon œil, mais à l'époque, je ne savais pas, parce que si vous voulez, pendant des années, j'ai regardé les chevaux. Je ne pouvais pas les monter, donc à force de les regarder, le matin, le midi, le soir, de passer mes journées d'études quand j'étais en pension à apprendre le studbook, à apprendre les origines, à apprendre les prongs par cœur ou ne faire que ça, ne penser que à ça. C'est pas une obsession, mais c'était dans moi. Du coup, ça m'a rapproché de certaines personnes qui n'étaient pas dans mon milieu, mais qui ont été importants. Catherine Champagne a été importante. C'était une dentiste qui a acheté un camion, on a acheté un cheval. J'ai trouvé mon premier cheval qui a sauté, qui a été vendu, qui a fait après le Grand Sport avec Édouard Copéry, qui s'appelait Lutin de la Porte, qui était dans un petit club. Parce que j'étais au chômage. J'étais au chômage, je crois. Oui, j'ai eu un moment important qui est en général un moment que tous les garçons détestent, c'est que j'ai fait mon service militaire à Fontainebleau, un peu avec un peu de piston, parce que je n'avais jamais fait de concours, ou alors à l'époque c'était des classes D, et en me faisant pistonner, je ne me rappelle plus par quel biais, parce que j'étais la génération de Xavier Leray et d'Éric Navet, et c'était un peu mes idoles à l'époque, et ils venaient souvent en Bretagne et ils gagnaient tout, enfin, c'était des vraies stars. Et mes premiers vacances scolaires, j'ai pu faire en stage chez Xavier Leray. Et il m'a emmené, je l'ai groomé, on est allé à Longchamp, à l'époque le CSIO était à Longchamp. J'ai vu plein de trucs encore d'une autre dimension, qu'il n'y avait pas en Bretagne évidemment. Et après, il m'a aidé à faire mon service militaire à Fontainebleau. Alors pour moi, c'était le Graal. Le CSEM, c'était donc à Fontainebleau. À l'époque, il y avait l'écurie fédérale. Donc il y avait... je passais mes journées, j'étais en treillis, hein. Je passais mes journées à l'écurie fédérale. Il y avait à l'époque Flambeau, c'était Marcel Rosier qui était entraîneur, Bian Camaria qui était entraîneur adjoint. Donc pour moi, c'était du pain béni. J'étais là-dedans comme un poisson dans l'eau. Il y avait donc Christophe Cuillet qui était un copain qui montait tous les chevaux au quotidien. Donc c'était quand même aussi encore une autre dimension dans ma vision des sports équestres. Et les 10 mois passés au CSEM, il y avait quand même tous les cours de Fontainebleau. J'allais souvent au concours avec Christophe.
Et ça a été encore une approche du haut niveau, parce que l'écurie fédérale, c'était quand même les meilleurs chevaux français. Et je ratais aucun training. C'était l'année où les Jeux Olympiques ont été annulés. Je ne sais plus pourquoi, mais cette année-là, il y avait les Jeux Olympiques qui devaient avoir lieu, je ne sais plus dans quel pays, qui ont été annulés. Il y avait l'équipe américaine qui a aussi été là pendant plusieurs mois. Et du coup, ouais, j'en ai profité. Et ça a été aussi un grand pas. Il ne s'est rien passé, mais c'est un grand pas dans ma vision des choses. Et ça m'a ouvert. J'ai quand même aussi connu des gens là-bas. Et c'était pas du tout pour moi la galère. Il y avait Jacques Bonnet qui était dans ma chambre. Il y avait Marc Gilmet. Enfin, il y avait plein de gens que j'ai rencontrés après, avec qui j'ai croisé et j'ai fait un peu de chemin. Mais après, il y en a eu plein, parce que le service militaire, c'était pas une personne, mais c'était quand même 12 mois. Il y avait Thierry Pommel qui était avec moi, qui a fait ses classes avec moi au CSCM et que j'ai rencontré après, qui a été mon entraîneur. Donc, c'est plein de circonstances comme ça, plein de petits cailloux qui ont été mis, qui ont fait un chemin. C'était un peu une génération dorée. Quand vous mentionnez Thierry Pommel, Éric Navet, bien sûr, toutes ces personnes-là... Eux, c'était pas doré, parce que Thierry, il a détesté l'armée. Il a été tout de suite muté lui, il faisait du complet à l'époque. Donc, il a été muté à Saumur. Et non, à l'armée, les gens, ils sont dépressifs. Enfin, moi pas, mais parce que j'étais dans un aimant qui me rapprochait de ce que j'aimais et ce qui m'attirait. Mais bon, ça a été une étape. Comme ça, sur le coup, c'était bien. Mais quand même, à la fin, c'était quand même des chouettes rencontres. Et puis, c'était Fontainebleau, qui quand même, c'est pas rien. Hein. Pour moi, le petit gars breton de Quimper, qui n'a rien vu, rien fait. Fontainebleau, c'est quand même important d'être à Fontainebleau. C'est la capitale. Il se passe toujours quelque chose. Du coup, j'en ai quand même pendant 10 mois, j'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles. J'ai quand même vu des choses, pour moi, qui étaient incroyables. Et après, je suis rentré en Bretagne, donc j'étais au chômage. Avec l'argent du chômage, je me suis acheté une pur sang, parce qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de chevaux de réforme dans les concours. Il y avait des trotteurs et des pur sang. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais à l'époque, avec un billet c'était des francs, mais avec, je ne sais plus combien en francs, mais vous pouviez acheter un pur sang qui avait bougé. Donc, ma première jument, c'était avec l'argent du chômage que j'ai acheté. Et elle m'a emmené jusqu'au niveau, à l'époque, ranking. Ça n'existait pas, mais c'était 1m45. Donc, chaque fois, je dois dire, le copain, il disait, toi, quand tu étais petit, tu es tombé dedans, parce que j'avais quand même beaucoup de chance. Ma première jument, elle m'emmène jusqu'au niveau 145. Et après, j'ai rencontré, avec cette première propriétaire, j'ai fait mon premier Fontainebleau. Ma première victoire en championnat des jeunes chevaux, c'était il y a 42 ans. Parce qu'on essaie de trouver une photo pour mettre le titre de Nicolas Cézanne qui a gagné la finale des 5 ans avec Jazz Gigolo. Moi, mon premier cheval, et j'ai fait des démarches pour retrouver ces photos que j'avais. Mon premier championnat, donc avec un cheval de ma propriétaire, Catherine Champagne, c'était Bonheur des Saules. Donc il s'est passé, on a fait les comptes, je crois, il y a 42 ans entre mon premier titre de champion et le dernier titre des écuries, en l'occurrence celui de Nicolas avec Jazz Gigolo. Donc il y a quand même beaucoup de temps. Et pendant ces 40 ans, Fontainebleau, je connaissais, c'était presque chez moi. J'avais passé 1 an à Fontainebleau, donc j'y étais bien. Et je ne sais pas pourquoi, mais Fontainebleau, ça m'a tout le temps souri. Enfin, ça a été l'armée en premier, qui est un endroit que les cavaliers, pas que les cavaliers, mais que les hommes n'aiment pas faire l'armée. Et c'était à Fontainebleau, et je suis à Fontainebleau, c'est un peu mon porte-bonheur, parce que il y a eu tellement de succès. Ça a commencé par l'armée, et après ça a fini, meilleur cavalier plusieurs années consécutives, meilleur cavalier de jeunes chevaux. Et après, les gens qui ont commencé à un peu parler de moi. Et il y a eu 2 rencontres très très importantes. Je continue sur ma lancée. J'ai rencontré, un soir, j'étais invité à Fens. Et là, il y a en l'occurrence M. Lowers, le Radé Hayette, qui a acheté un cheval qui s'appelait Dugato. Et il m'a dit, maintenant j'ai acheté un cheval et à qui je vais le mettre? Et j'étais à la table de François Maty. Il m'a dit, là, il y a un petit jeune, je viens de lui acheter un cheval. J'avais fait un commerce avec François Maty. Et il m'a dit, là, il y a un petit jeune qui en veut, je pense qu'il a du talent. Vous pouvez lui mettre. Donc, M. Lowers m'a mis en pension Dugato. Je suis rentré avec Dugato en Bretagne. Et après, M. Lowers, il a eu 15 chevaux chez moi en pension. Du coup, ça a été quand même une rencontre aussi assez improbable. Je vais à Fens en rasant les murs. Je me retrouve à la table de Yves Lowers et de François Maty. Et il finit par être un propriétaire hyper important parce qu'on a gagné la finale après la finale Dugato était
meilleur cheval de 4 ans. Il avait fait 14 sur 14, je me rappelle. Après, il a acheté Hugo Gemeret. Enfin, ça a été une belle histoire, un vrai tremplin. Parce que tout seul, même avec la foi, l'énergie, ma passion, ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui ont cette foi, qui ont envie. Mais c'est les rencontres. C'est des belles rencontres. Enfin, des gens, Monsieur Loire, ça a été important. Après, j'étais toujours quand même très, très démerde. Et j'ai une autre deuxième rencontre qui a été tout à fait improbable. J'avais une chance sur 1 milliard de croiser de rencontrer François Lézard. J'ai acheté un cheval, j'ai fait un petit syndicat avec des amis pour acheter Rion d'Andex, qui est un cheval qui a fait Jeux Olympiques à Barcelone. Là, je suis allé à Fontainebleau. J'ai été tout le temps très chanceux avec les Anglo-Arabes parce que c'était moins fouillé que la Normandie. Donc j'allais souvent Pompadour. C'était un peu après Fontainebleau, ça a été Pompadour. C'était une région où j'ai eu beaucoup de chance. Donc j'ai acheté là-bas Rion d'Andex avec plusieurs amis. On a fait un petit syndicat, il coûtait pas cher, mais chacun a mis un petit peu. On a acheté ce cheval qui était un crack. Et à 5 ans, je suis allé à Saint-Lô faire les épreuves de 5 ans. Et là, j'ai rencontré un monsieur qui est venu vers moi. Il m'a dit voilà, j'adore les Anglos, j'adore ce cheval. Est-ce que vous voulez le vendre? J'ai fait un groupe, j'ai parlé à mes amis du syndicat. Ils m'ont dit on a vendu ce cheval à ce propriétaire. Et ce monsieur me dit un truc improbable. Il dit Bruno, je ne vous connais pas, mais j'achète Rion et je vous le laisse. Un monsieur que je ne connais pas, il achète ce cheval. À l'époque, c'était style de 100 000 euros. Enfin, c'était en francs. Mais c'était beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et il l'achète, il me le laisse. Et après, François Lézard, il se trouvait que c'était quand même le propriétaire de Carlina, les meilleurs chevaux de Schützer. C'est un monsieur riche qui habite en Suisse et qui a eu aussi, après monsieur Lewers, il a repris ses chevaux en Belgique. Et je rencontre ce monsieur suisse, belge, mais qui était expatrié en Suisse, qui achète Rion. Et après, j'ai eu aussi, pour le compte de François Lézard, jusqu'à 20 chevaux en pension, dont Rion. Et Rion, je l'ai acheté à 4 ans, François l'a acheté à 5 ans, et à 8 ans, il a été vendu 1 million à San Patriano. Donc, j'ai gagné de ma vie sur cette vente, et ça m'a acheté ma maison et mes écuries à Saint-Hélène, où j'habite aujourd'hui. Et que j'aille à Saint-Lô, parce qu'à l'époque, c'était 6 heures de chez moi, Saint-Lô. J'habitais Quimper. Il n'y avait pas d'autoroute, c'était vraiment une galère d'aller là-bas. Et de rencontrer une autre personne aussi importante que François Lézard, ça a été chaque fois un tremplin énorme pour moi. Vendre un cheval 1 million à cette époque, c'était très différent d'aujourd'hui. San Patriano, ça faisait 650 millions. San Patriano, à l'époque, c'était les gens qui recyclaient un peu l'argent de la drogue. Il y avait un truc de réinsertion de drogue en Italie, où travaillait Fernando Forcade. Et Fernando Forcade avait vu Rion, il travaillait en France, et il avait vu Rion gagner beaucoup à 7 ans. Du coup, ils sont venus chez moi, à Moëlan. J'avais une petite écurie qui était un peu un taudis, et j'avais quand même des bons chevaux. Et là, ils ont acheté Rion. Le matin, ils ont acheté Radia du Poncel, donc la jument de Bourdi, qui a fait des jeux aussi à Barcelone, et ils ont acheté Rion d'Andex. Donc c'était une belle histoire, mais c'était très dur de le voir partir. Et mon propriétaire, il a été très fidèle, et c'était quand même des rencontres importantes, parce que habitant Quimper, si vous voyez où c'est Quimper, c'est au fin fond de la Bretagne. Très bien où c'est Quimper, j'ai passé mon enfance à Quimper. Non, mais il va rien se passer rien du tout pour faire ce que je voulais faire moi. Vraiment pas. D'ailleurs, j'ai déménagé, je ne suis pas allé très loin, mais je suis allé près de Dinard. J'ai quand même fait la Bretagne en diagonale, mais il n'y avait aucune chance qu'il ne se passe rien. Donc Fontainebleau, ça a été un bon tremplin, l'armée. Des rencontres aussi encore à Fontainebleau. Et Saint-Lô aussi, qui est un peu la capitale normande du cheval. Mais c'est des personnes qu'on comptait. Et j'ai gardé des contacts avec François Lézard. Et quand il vient chez moi, aujourd'hui, ce que j'ai créé, je lui dis François, c'est tout ça. Cette écurie, c'est grâce à toi. Cet endroit qui est comme un endroit très sympa. Il dit je vous dois tout. Il dit mais non Bruno, c'est pas ça. Il dit dans ma vie j'ai croisé plein de gens comme vous, mais il n'y a pas beaucoup qui m'ont pas volé, et 2 qui ont eu l'intelligence d'avoir un projet, pas un projet à court terme, un projet, c'est d'emmener les chevaux au haut niveau, de les former, et
il a eu des très bons cavaliers. Il a eu Philippe le Jeune, enfin, il a eu Schweitzer. Et moi, j'étais rien à l'époque. Et grâce à lui, j'ai grandi. Et j'ai acheté une maison avec la vente de ce cheval. Et c'est une rencontre assez improbable, mais importante. Enfin, plus qu'importante. Vous disiez, quand on est seul, on n'est rien, et on le sait. Pour vous, accompagner des jeunes, c'est aussi très important. Léa, en préambule de l'épisode, a mentionné un certain nombre de cavaliers quand même qui ont grandi avec vos ailes, à vous, on va dire. Est-ce que c'est votre histoire qui vous a donné l'envie, justement, à un certain moment, de pouvoir rendre l'appareil à tous ces jeunes talents que vous pouvez croiser sur votre route et qui, eux aussi, ont besoin qu'on leur donne leur chance? Ouais, chez moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont donné ma chance. Après, je l'ai saisi. Et à un moment, quand je fais du très haut niveau, j'ai eu besoin d'avoir des jeunes cavaliers, enfin des cavaliers qui me secondent et qui soient présents. Parce que quand vous faites du haut niveau, vous êtes parti 5 jours sur 7, 50 week-ends. Donc j'ai eu la chance, grâce à des très bons chevaux et aussi à mon œil, tout ça, de recroiser des chevaux de très haut niveau. Donc j'ai eu la chance de faire du très haut niveau, pas seulement du haut niveau, du très haut niveau, parce que j'ai fait des Coupes du Monde, j'ai gagné la Coupe à la Baule, j'ai fait la Coupe des Nations avec j'ai fait les plus beaux concours qu'il y avait au monde. Du coup, j'étais quand même souvent parti. J'étais souvent parti parce que j'ai aussi trouvé des bons chevaux. Et j'ai eu beaucoup de chance dans mes choix. Et après, j'ai fallu que je sois secondé. Et c'est vrai que la liste, elle est très très longue des cavaliers qui ont travaillé pour moi. Et chez moi, tout le monde a sa chance. Enfin, je veux dire, si vous avez un peu de talent et tout, j'ai jamais eu envie de. J'ai toujours envie de. Ouais, c'est pas. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est vrai que chez moi, même si vous faites que de la formation, vous allez en piste. Tout le monde va en piste chez moi. Et après, mon système fait que si ça marche, c'est pas que vous devenez un robot, mais vous faites quand même 700 parcours par an, avec une qualité de chevaux qui est quand même triée. Avec mon expérience, je suis quelqu'un de très assidu, très perfectionniste et très difficile dans l'entraînement. Ce qui fait qu'à la fin, c'est presque mathématique. Vous êtes obligé de devenir bon. Enfin, je pense que c'est comme des fois on me compare à un des entraîneurs qui fait natation, là, qui est très difficile, qui a des cheveux blonds, qui a entraîné beaucoup. Philippe Lucas. Voilà, qui ne fait pas de cadeaux. Mais à force de faire des longueurs, évidemment, il faut avoir du talent, il faut avoir le courage, il faut avoir la passion. À force de faire des longueurs toute la journée, vous finissez par avoir un bon résultat. Donc chez moi, comme vous faites 800 parcours par an avec des bons chevaux et que vous n'êtes jamais tout seul, que vous êtes toujours accompagné, boosté, et que vous savez que moi j'ai gagné et que chez moi vous devez gagner, ça met un peu la pression, mais c'est une pression qui est, je pense, qui est quand même assez positive. Donc vous posez pas trop la question. Il faut faire comme le gars qui était avant, et après, ils gagnent. Ils finissent par gagner. Mais je dissocie après que vous avez parlé de Kevin, c'est pas du tout le même schéma. À un moment, Guillaume Battia est parti. Je sais pas, Kevin était au Aradeus, donc c'était 1 heure de chez moi. On était copains, après plus copains, après copains. Et puis après, il m'a dit ça me plairait qu'on échange, qu'on travaille ensemble. J'ai pas la prétention de dire que j'ai fait travailler avec Kevin Stone, mais pendant 1 an, c'était l'année où il était champion d'Europe, il est parti en Belgique. Il était quand même très souvent à la maison. Et là, c'était vraiment des échanges. C'est quand même rare de dire à quelqu'un, moi, on pourrait faire cet exercice. On pourrait faire cet exercice et on va voir si tu arrives à le faire, si ton cheval le supporte et si on peut encore gagner en tout. Et évidemment, Kevin, c'est l'élève parfait. Du coup, dès que vous faisiez un exercice, l'exercice il était réalisé à perfection. Du coup, c'était. Moi, je donnais, lui, il me donnait. C'était donnant. Et mes cavaliers qui étaient là aussi, à l'époque, il y avait Guillaume, ou je ne sais plus qui y avait comme cavalier. C'était des super moments d'échange passionnants pour tout. Et donc, je ne le mets pas du tout dans la même case qu'à un moment, j'ai fait un peu de chemin avec Pénélope.
On a fait plusieurs concours ensemble. Parce que c'est vrai que aussi, quand vous payez quelqu'un pour vous faire travailler, souvent, la personne en question n'a pas envie de dire des choses que le crack cavalier n'a pas envie d'entendre. Vous lui dites souvent ce qu'il a envie d'entendre. Et quand on était avec Pénélope ou avec Kevin, je lui dis ce que tu as envie d'entendre, ou je dis ce que j'ai vu, mon analyse, même si elle n'est pas facile, même si elle est peut-être pas exacte, mais je dis ce que j'ai vu. Et puis c'est souvent comme ça. Ou alors j'ai dit comme tout le monde ce que tu as envie d'entendre, que c'était bien, et je dis non, moi je dis que peut-être il y a des choses qu'on pourrait revoir, ou en l'occurrence, peut-être essayer de faire différemment. Et tu es tout le temps d'accord. Du coup, c'était gratifiant pour moi et ça me donnait aussi confiance dans mon jugement, parce que ces cavaliers de ce niveau-là, c'est quand même des stars. C'est pas non plus mes cavaliers lambda que j'ai formés de A jusqu'à Z. Là, c'est quand même des très très grands cavaliers. Du coup, c'est sûr que c'était donnant-donnant. Il n'y avait pas, on ne fait pas travailler. On fait un exercice, on essaie de le faire le mieux possible. On change l'exercice, on complique l'exercice. Et chaque fois, pour moi, c'est du kiff. C'était du kiff. Après, mes cavaliers, ouais, c'est sûr que, comme j'ai dit, ils font 700 parcours par an avec des bons chevaux. Je suis très exigeant, très perfectionniste. C'est normal que ça marche. J'ai regardé quand même la semaine dernière, pour tout vous dire, parce que à force de voir des vidéos sur votre page Facebook, j'ai regardé par curiosité combien avait fait Nicolas Layec de parcours cette année. C'était énorme. Et justement, vous m'avez devancé parce que je voulais que vous parliez de Kevin Stott. C'est fait. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on parle un tout petit peu de Nicolas, qui est vraiment un phénomène. Pour moi, aujourd'hui, c'est un des meilleurs cavaliers qu'on a en France. Il y a un vrai sujet dont on a beaucoup parlé, nous, dans ce podcast, c'est que jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, cette équipe de France senior, on a eu du mal à la faire bouger pour plein de raisons. Déjà parce qu'ils étaient bien installés, tous ces cavaliers-là qu'on a vus sur ces derniers championnats, ces dernières années. Aussi parce qu'on avait sans doute peut-être pas assez de bons cavaliers pour venir les déloger. Aujourd'hui, maintenant que notre Olympiade dont on a tant parlé, Paris 2024 est passée, est-ce que vous pensez qu'il y a un cavalier comme Nicolas Layec va être capable et va pouvoir rentrer dans une équipe de France senior, une équipe numéro 1 ? Pour l'histoire de Nicolas, ça qui chez moi est tout allé très 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 vite. D'abord, je dois dire qu'il a postulé, il était quand même il a insisté pour venir. Parce que quand la première fois, il vient chez moi, je lui dis non. Je lui dis non. Alors que Guillaume Batilla m'avait conseillé, il m'a dit prends-le, il est top. Et j'ai vu les vidéos et j'ai dit non. Donc il est parti travailler chez François Maty, chez un marchand belge, où il a fait pas de sport, vraiment, pas ce qu'on appelle du sport. Il a fait, je pense, des 1 étoile. Après, il est revenu en France. Il a travaillé 1 an à l'élevage de Réverland, que des jeunes chevaux. Je l'ai vu par hasard parce qu'à l'époque, j'avais Corentin Derouet qui était cavalier pour moi. Et à Fontainebleau, chaque fois, quand Corentin était en piste ou allait rentrer en piste, le cavalier qui précédait Corentin, c'était chaque fois Nicolas Layec. Donc j'ai eu l'œil sur Nicolas, mais j'ai rien vu qui m'a ébloui. Rien. Je dois dire rien. Et là, Corentin s'est installé avec sa petite amie à Granville, donc j'avais besoin d'un cavalier. Et là, il a arrêté son contrat chez Réverland. Il a repostulé. Il m'a montré une vidéo en Belgique, chez François Maty, dans un 1 étoile, je crois, où c'était quand même mieux que ce que j'avais vu à Fontainebleau, dans la manière, dans tout. Ouais, il avait quand même beaucoup d'expérience dans la piste, parce qu'il avait fait des centaines de parcours pour l'élevage de Réverland. Du coup, j'ai dit ouais, j'ai dit oui. Et la deuxième fois, 2 ans après, j'ai dit oui. Et là, tout s'est emballé. Tout s'est emballé. Il y avait grosses lacunes techniques. Un feeling que tout le monde voit, une gentillesse que tout le monde voit. Il fait copain avec tout le monde et avec tous ses chevaux aussi. Donc, c'est quand même du bonheur de... Travailleur, ouais. Courageux, assidu. Mais tout ça, à la maison, tout le monde l'est. C'est pas une option. Pour parler à Alice, non, c'est pas une option. Et puis, vous connaissez pas la maison, mais quand vous mettez les pieds à la maison, chez moi, je dis pas que c'est le paradis,
Mais il y a des ondes, il y a une histoire. Les cavaliers, moi j'ai écrit mon histoire, mais les cavaliers qui ont travaillé pour moi, ils ont tout écrit l'histoire. Quand vous levez les yeux dans la sellerie, vous voyez un nombre de plaques de remise des prix de jeunes chevaux. Tous les cavaliers, ils ont écrit l'histoire à un moment. Ils ont tous gagné quelque chose. Du coup, vous êtes là, au milieu de tous c'est pas des souvenirs, mais il y a une histoire qui s'est écrite. L'endroit est quand même très sympa, vous avez envie de vous investir. Du coup, ça se fait naturellement. Le seul truc, des fois où je suis pas blasé, mais des fois, ce que j'ai dit dans le dernier reportage, c'est dit que j'aimerais bien que le succès qu'ils ont tous, ils savourent le moment présent. Parce que c'est quand même dur de gagner, enfin, c'est pas anodin de gagner autant. Ils ont tous gagné beaucoup, pas au niveau de Nicolas, mais Guillaume Batilla, il a quand même sauté la boule, il a fait des 5 étoiles. D'autres un peu moins, mais ils ont tous quand même gagné beaucoup. Et je dis, il faut quand même qu'ils savourent, parce que moi, je banalise le succès avec toutes ces années. Donc, je veux quand même qu'ils savourent ces moments-là, parce qu'à la maison, par contre, le non-succès, on le vit assez mal. Donc, dans mon regard, ils voient tous que c'est pas ouf aujourd'hui. Donc, le succès ne vous transporte pas tant que ça, je trouve, à la maison, parce qu'ils ont l'impression de faire comme les autres. Et par contre, le non-succès, le succès, c'est le standard. On le vit pas, ouais, c'est un peu. Le non-succès, on le vit assez mal. Et Nicolas, pour revenir à Nicolas, je crois le premier week-end engagé en 150, alors qu'il n'avait jamais fait de 145, il était déjà sans faute. Après, il avait des chevaux de Corentin de Rouet, il avait des juments qui sautaient déjà à 1m50 avec Corentin. Donc, il a eu des jouets clés en main. Et il y avait beaucoup de problèmes techniques. Mais deuxième week-end, il s'est retrouvé au Mans à faire la finale du Grand National sans faute. Il n'y a eu que 300 fautes. Et c'était la première fois qu'il sautait ça. Oui. Et moi, de ce qu'on m'a dit... Et moi, j'ai dit, mais moi, je trouvais ça normal. Et puis, je lui dis, le soir, j'ai dit, mais tu avais déjà fait une 145 ? Il dit, non, jamais. Je crois qu'il était assez paniqué. Nous, on a commenté cette épreuve-là à l'époque. Et c'était la première fois qu'il sautait ça. Il y avait Pénélope, lui, il y avait 300 fautes. Il s'est trouvé... Mais moi, je trouvais ça presque normal. Mais les barrages, il n'était pas encore au point parce qu'il a aussi il veut toujours bien faire, mais il a peur de mal faire. C'est un peu aussi comme il est dans la vie. À l'époque, aujourd'hui, il en a gagné beaucoup, en assurance, en tout. Mais à l'époque, il avait aussi peur de mal faire. Du coup, ça le freinait un tout petit peu. Mais aujourd'hui, on a passé cette étape-là. Et l'évolution, elle est ouf. C'est pas un amour de ouf, mais l'évolution, elle est quand même ouf. C'est aussi, il profite c'est pas de mon système évidemment, mais il a aussi une qualité de chevaux que beaucoup de professionnels qui sont à leur compte n'ont pas. Alors, il y a des chevaux en devenir aussi, comme Atlantica, Jade Sigolo, il a un capital cheval qui est vraiment important, parce que sans chevaux, vous êtes rien. Et cette année, c'est vrai que chaque fois, on a fait mieux que l'année précédente. Et après, Hank, Noren et Sophie, le garçon, il est vraiment charmant aussi. Donc, ça aide. J'en ai eu d'autres qui étaient très bons, mais des fois qui étaient un peu plus arrogants ou un peu plus, je sais pas. Enfin, tout le monde est différent. Mais lui, c'est un peu le petit pousset, quoi. Il est quand même il est très facile. La personnalité est très, très gentille, très facile. Et j'ai des cavaliers qui me disent, mes anciens cavaliers, parce que c'est un peu une secte chez moi, les anciens cavaliers, ils se retrouvent tous au concours, ils racontent des histoires de chevaux que moi j'ai oubliées. Mais quand il est en piste, ils me disent, on a envie qu'il soit sans faute, que tout le monde a envie qu'il soit sans faute. Ou qu'il gagne comme le week-end dernier, il a gagné 3 sur 3, et ils ont envie qu'il gagne. C'est des chevaux aussi qu'ils ont montés, en l'occurrence Best of, ça fait qu'a monté Valentin Bénard pendant longtemps. Et aujourd'hui, c'est Nicolas. Et il a envie que Nicolas réussisse. Donc, il y a des très, très bonnes ondes. Et Hank, pour revenir à Hank, la première sélection en 5 étoiles, c'était au Grand Palais. Pénélope a fait forfait quelques jours avant. Les chevaux n'étaient pas du tout en route. Mais j'avais quand même donné un petit coup de téléphone à Hank en disant, voilà, il avait fait le stage fédéral. Et il a quand même vu que le garçon montait bien. Il avait déjà des résultats en 2023 qui étaient intéressants. Mais cette année, c'est vrai que grâce à Hank, il a
il a ouvert les portes du Grand Palais et aussi à Sylvie Robert. Ils ont ouvert la porte du Grand Palais à Nicolas. Il s'est classé dans son premier Grand Prix 5 étoiles. Et après, les portes se sont ouvertes les unes après les autres, sans avoir ni à payer, ni à pleurer, ni à rappeler. Je pense qu'il était assez fan du cavalier. Sophie aussi, ils m'ont dit son deuxième Grand Prix 5 étoiles, c'est Fontainebleau, il est encore classé. Et il m'a dit, les gars, c'est un crack. Je dis, ouais, un crack, mais bon, il y a encore beaucoup de travail. Il y a à encore prendre de l'assurance, une meilleure technique. Et voilà, ça s'est fait la Baule, Dinard, et il gagne beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand il rentre en piste, tout le monde parle en bien de Nicolas. Après, pour aller encore plus haut, on a eu un gros pépin avec l'accident de Bulgarie. Bogos est arrivé, c'est un peu un challenge, mais je pense que c'est un challenge qui va nous aider, un challenge qui est intéressant. Il a des bons chevaux, mais le 5 étoiles, c'est vraiment des cracks chevaux qu'il faut. Et lui, après l'histoire, je ne sais pas, là, il est chez moi aujourd'hui. Il y a des moments qui sont plus compliqués parce que j'ai aussi Margot. C'est ce que j'allais dire. Et je ne suis pas un riche propriétaire, mais c'est vrai que je suis des merdes. Du coup, il y a des chevaux à la maison, des chevaux. Aujourd'hui, tout le monde a une qualité de chevaux qui est intéressante. Djibouti revient en forme, donc ça, c'est déjà, pour nous, ça nous retire une grosse épine du pied. Parce que la perte de Djibouti et Dubaï pour Margot, la même année, l'accident de Lydie Lulu, c'est quand même 3 chevaux d'1m60 en moins. C'était très, très dur à vivre pour elle. Et Nicolas qui pointait le bout de son nez avec des chevaux en étant très, très performant. Au quotidien, c'était assez dur. C'est pas la pression, mais c'était quand même assez dur. C'était dur pour Margot, c'est dur pour moi. Nicolas, il ne sentait pas de jalousie, mais il n'allait pas se freiner pour ne pas gagner. Donc, il gagne. Mais au quotidien, c'est quand même assez dur. C'était assez... pas une pression, mais là, c'est vrai que d'avoir Electra, Iliad, Djibouti qui revient au top, chacun retrouve sa place. C'est plus facile pour moi. Et Nicolas qui continue sa route. Bon, là, le dimanche soir de Saint-Lô, Hank me dit, il peut faire le 5, mais je te reconfirme. Je n'ai pas poussé parce qu'il y a eu, Bogos s'est donné un coup et il n'était pas performant au dernier Saint-Lô. On a préféré emmener des chevaux un peu plus jeunes, comme Giorgio, Fée, qui est très bonne, qui était 6e du Grand Prix hier, qui nous a fait remonter à la 2e place du classement du Grand National. Mais pas non plus brûler des étapes, parce que je ne veux pas que les chevaux, qu'on casse les jouets, parce que c'est tellement compliqué d'en avoir. Et puis, vous avez aussi, je voulais en venir justement à parler à Margot, parce qu'on parle de Nicolas, bien sûr. Vous nous l'avez dit, vous avez travaillé à atteindre votre rêve, celui de vivre le sport de haut niveau, alors que toutes les chances n'étaient pas forcément de votre côté. Non. Vous venez pas de ce milieu-là. Mais l'histoire, vous continuez aussi de l'écrire, bien sûr, à travers les cavaliers qui travaillent pour vous, mais aussi à travers Margot et à travers les chevaux que vous trouvez. Et s'il y a une des histoires qui a été importante pour vous et pour le sport équestre ces dernières années, c'est celle de Margot et de Dubaï. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce couple-là que vous avez bien sûr, qui a, j'imagine, participé à nourrir votre rêve de très haut niveau, encore une fois? Ouais, mais ça, c'est pas, si vous voulez, c'est chez moi, c'est-à-dire que c'est des histoires, c'est pas Dubaï, Djibouti, je l'ai acheté à 4 ans. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Dubaï, elle est arrivée à 4 ans. J'ai sympathisé avec son essor et propriétaire. Donc, il est arrivé à 4 ans. C'était pas écrit qu'elle allait ramener une médaille à Paris. Djibouti, il avait beaucoup plus dans les paramètres. Il crevait l'écran. Et il crevait l'écran. Elle était un peu en dessous pour moi. Pendant ces jeunes années, c'est pas Margot qui l'a monté, c'est Valentin Bénard qui l'a emmené jusqu'aux 6 ans. Bien, mais elle défrayait pas la chronique. Et tout le monde me parlait. On se levait le matin, on pensait à Djibouti, on se couchait, on pensait à Djibouti. Et il crevait vraiment l'écran. Et champion des 7 ans, on refusait beaucoup d'argent. Dubaï, elle était toujours un peu dans l'ombre, mais pour moi, à pied. Après Margot, pendant des années, le premier cheval qu'elle montait le matin, c'était pas du tout Djibouti. C'était tout le temps Dubaï. C'était sa jument de cœur. Il y avait une complicité incroyable.
Parce que là, Grand Prix Magazine a remis une vidéo ou deux avec Margot, je sais plus, pas un grand concours évidemment, mais ça m'a, ce flashback était super parce que de voir Dubaï avec Margot, c'était joli. Et donc elle a fait un chemin, pas avec les exigences du très très haut niveau, aussi avec son équitation à Margot, le feeling qu'elle a avec ses chevaux, la gentillesse qu'elle a dans son approche du sport et le contact qu'elle a avec ses chevaux. Du coup, c'était pas Julien évidemment, mais c'était l'histoire, elle faisait à leur rythme. Elle a fait une combinaison, elle était deuxième. Elle a fait des 155. Donc, ça veut dire qu'on rêvait le propriétaire, il voyait grand, il pensait qu'elle ferait les jeux. Moi, j'étais tellement ébloui par Djibouti que j'y pensais pas. Mais je pensais pas non plus que Margot avait la carrure pour faire les Jeux Olympiques. Évidemment, ça nous faisait mousser, ça faisait mousser les journalistes, ça faisait mousser tout le monde de dire qu'on avait un cheval qui... Parce que pour moi, Djibouti, c'est un des meilleurs chevaux qu'il y a en France aujourd'hui. Là, il est en train de reprendre le niveau qu'il avait. Et c'est vraiment un des meilleurs chevaux qu'il y a en France. Après Dubaï, l'histoire, elle s'est arrêtée comme ça. Et c'était très, très dur pour Margot. Ça s'est pas bien fini pour nous. Mais moi, j'ai pas d'ego par rapport à ça parce que dans ma carrière, j'ai prêté des chevaux à Kevin. Il a monté Iliad, il a monté Bulgarie. J'ai prêté à mon époque des chevaux à Gilles de Bertrand de Balanda. J'ai aucun problème d'ego à confier un cheval. J'ai prêté un cheval à Olivier Guillon. J'ai pas de problème d'ego à prêter même mes meilleurs chevaux. Ça peut me faire avancer. Et même à pied, je suis capable d'apprendre de leur équitation, des parcours qu'ils ont fait avec. Donc, j'ai pas du tout de jalousie ni en disant il est meilleur que moi. Soit il est meilleur que moi. Donc, pourquoi pas profiter de son talent et pour faire avancer mes chevaux. Et je sais que Bulgarie, elle avait le talent. Margot, elle avait plus confiance en Bulgarie. Du coup, je l'ai donné à Kevin. Et je l'ai très bien vécu. Enfin, on était très contents. Kevin, il a fait des trucs incroyables avec mes deux juments. Et après, ça s'est arrêté. Bulgarie, elle avait un peu marre. Et Margot, elle a récupéré Eliane. Et après, quand on nous a dit que Dubaï allait partir chez Julien, évidemment que Julien, il est très, 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 très fort. Et que s'il y a une chance que la jument se fasse les jeux, c'est pas avec Margot. Hein. On va pas non plus, je suis pas un rêveur. Je suis tout sauf un rêveur. Du coup, je savais très bien que c'était dur la pastille était dure à avaler, mais c'est arrivé à d'autres cavaliers et l'histoire, elle est belle. L'histoire, elle est belle. Pour nous, moins belle, je ne vais pas vous donner tous les détails, elle est moins belle, mais l'histoire, elle est belle. Et puis aujourd'hui, ce qui est important, on est passé à autre chose et que Djibouti retrouve le niveau qu'il avait. Voilà. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Parce qu'on a quand même l'impression presque à certains moments que la boucle est bouclée, que vous avez atteint tout ce que vous auriez pu rêver quand vous étiez jeune et que vous ne pouvez pas appeler plus loin. Mais... Ah non, jamais. Justement, ouais. Qu'est-ce qui vous manque encore? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous allez rechercher? Après, j'ai rien qui me manque. Parce que quand le reportage qu'on a fait il y a 3 semaines avec Amel, il m'a dit t'as tout, c'est plus facile maintenant. Non, c'est encore plus dur. Parce que je me suis mis une charge sur les épaules. Si vous voulez, je me retrouve avec 2 cavaliers qui peuvent faire du 5, des chevaux de 5. Nicolas, il est arrivé pour faire des jeunes chevaux. Il est cavalier de 5. Donc, toute l'organisation groom, 4 camions, plein de cavaliers pour travailler à la maison quand il n'est pas là. Il est là 1 fois par semaine. Le lundi, des fois, il se repose un peu. Le mardi, il va aux jeunes. Et le mercredi, il repart en CSI. Donc, c'est mon système qui était un peu huilé. Un cavalier, un deuxième cavalier pour les jeunes. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 2 cavaliers de 5 étoiles. Et donc, avec 50 chevaux à l'entraînement. Et quand il part avec 2 chevaux. Donc, j'ai pas du tout ni le temps, ni l'envie, ni la pensée de me reposer sur mes lauriers. Tout est plus compliqué, tout va plus vite. Non, je pense pas du tout à ça. J'ai la même folie, entre guillemets, ou la même envie de... Là, j'ai passé ma journée hier au stand à côté à regarder les 3 ans. J'ai tout pareil qu'avant.
Alors, vous avez envie de continuer, ça je l'entends. Par contre, en prenant un peu de recul, avec toute l'histoire que vous venez de nous raconter pendant 50 minutes, du petit garçon qui ne sortait de rien dans un appartement à 2 pièces jusqu'à ses 15 ans, à travailler la nuit dans une gare, à aujourd'hui, est-ce qu'au moins vous avez le sentiment d'avoir réussi ? Ouais, c'est ce qu'a dit Margot. Elle a dit papa, je suis fier de toi, tu as fait tout ça. Mais tout ça, c'est fait tellement naturellement. Et je trouve que c'est aussi, même aujourd'hui, même l'équilibre financier, tout est. Que dans les choses, si vous voulez, il faut avoir de l'argent, il faut gagner vraiment de l'argent, il faut garder. Parce que je vois, je reviens à Djibouti, mais on a refusé des sommes folles, complètement irréelles. Et on a dit non. Par passion, pour Margot, pour vivre ces moments-là. Donc, aujourd'hui, non, je sais pas comment expliquer. Tout est, il y a plein de choses qui sont acquis. Et il y a aussi plein de choses fragiles. L'accident de Bulgarie, c'est quelque chose qui... Tout est fragile. Et du coup, j'ai pas droit... La seule crainte que j'ai d'arrêter ou de baisser les bras faut toujours rebondir tout en être à l'affût. Donc non, j'ai pas cette vision-là du truc en disant j'ai fait un truc. C'est quand je suis chez moi, mettons, que j'ouvre ma fenêtre avec la vision sur ma propriété. Ouais, là je suis fier. C'est le seul truc qui me dit là c'est du réel parce que les chevaux vous perdez, vous gagnez, ils boitent pas. Vous les vendez, vous ne l'avez pas vendu, vous regrettez de ne pas les avoir vendus. C'est tellement fou, les chevaux. Vous pouvez tout gagner, tout perdre dans le même week-end. Il peut boiter, mourir de colique, tout peut arriver. Mais ce que j'ai construit... ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Et quand j'ouvre mes volets le matin, j'ai vu sur ma propriété, c'est pas du tout Versailles, hein, mais c'est un endroit qui me ressemble, je trouve, et où les gens sont bien, où il n'y a que des bonnes ondes. Et c'est vrai que cet endroit, ça, c'est du concret, par contre. Et ce qui me fait peur, c'est justement le jour où il m'arrive quelque chose, ça revient assez souvent. C'est que s'il m'arrive quelque chose, qui c'est qui est capable, parce que Margot, elle a 31 ans, mais c'est à côté quand même un peu enfant, qui c'est qui est capable de faire tourner cette boutique J'ai pas de gendre. Pas encore de gendre, et c'est un appel d'offres. Bouteille à la mer. Elle va être contente, Margot. Et j'aimerais bien ça me retirerait un poids. Et je vivrais pareil, hein, mais un peu plus soulagé que tout ça, ça persiste, ça dure, ça perdure. En tout cas, ce qu'on sent, nous, en vous, je pense que Lorla, il sera d'accord avec moi, c'est que vous semblez avoir toujours la même passion des chevaux. Ah ouais, ça s'estompe pas. Non, en plus, à un moment, j'étais quand même avec ma femme, la mère de mes enfants, qui était quand même à vouloir me raisonner, en disant l'âge avançant, les gens, ils aspirent à être une certaine quiétude, et la retraite, c'est fait pour ça. Et pourquoi toujours vouloir plus de succès, plus de chevaux, plus de résultats, parce que c'est plus d'emmerde. Parce qu'en fin de compte, tout ça, c'est faut multiplier tout par le nombre de chevaux que vous avez. X frais veto, X casse, tout. Et camion, tout est plus compliqué. C'est quand Kamel m'a dit c'est acquis aujourd'hui. Non, il n'y a rien d'acquis. C'est tout le temps remettre toute cette énergie tous les matins. Il faut toujours penser. Je pense à si j'étais un chef cuistot, quoi. Mettons, j'avais 4 étoiles et j'ai pas envie qu'on m'en enlève une étoile. Parce qu'il y a des chefs, on leur a enlevé une étoile sur le guide Millau, je sais pas quand là, guide Michelin. Ils se sont suicidés. Parce qu'on leur a enlevé une étoile. Ils l'ont mal vécu, quoi. Moi, j'ai mis la barre très haut. Maintenant, c'est 5 étoiles. Pardon ? Ou rien. Maintenant, c'est 5 étoiles ou rien. Ouais, c'est 5 étoiles, même si c'est 4,5, c'est pas très grave. C'est 4,5, c'est pas grave. Mais les jeunes chevaux, c'est pareil. On est à Fontainebleau, on n'a pas toujours tout gagné. Et quand j'ai pas gagné, les gens ils disent « Ah, t'as pas gagné cette année !» Et si vous voulez, c'est évidemment, j'aime bien gagner.
On a tellement gagné. Je vous dis, là, ça fait 42 ans que j'ai gagné la première fois Fontainebleau. Et on m'a demandé, Kevin m'a demandé combien de fois j'avais gagné. Je ne suis même pas capable de lui dire l'historique de toutes les victoires de jeunes chevaux. Mais non, c'est tout le temps remettre l'ouvrage, je ne sais pas comment qu'on dit. Enfin, voilà, tout le temps remettre du tout cœur à ça au l'ouvrage. quotidien. Et non, j'ai pas. Peut-être, c'est pas normal que je sois toujours fou de ça. Moi, ça m'anime, ça me fait rester, je dis pas jeune, mais ça me fait rester pas croulant et tout le temps. J'adore. Aujourd'hui, ce qui peut me manquer, c'est pas la question que vous m'avez posée, c'est j'ai quand même beaucoup de choses. J'ai créé, c'est le temps me manque et le concours, j'ai quand même fait tout qu'on pouvait faire. Évidemment, chaque concours est différent et tout. Et à un moment, j'ai travaillé avec Michel Robert quand j'étais en équipe de France. Et il me disait, tu dois te concentrer sur un objectif. Enfin, mettons, être champion. Ou, moi, je suis trop. J'ai le sentiment d'avoir jamais été un très bon cavalier, ça c'est sûr. Mais j'avais plein d'autres paramètres. J'avais toujours beaucoup d'envie. Je voulais aussi toujours former des jeunes chevaux. Jamais, même quand je faisais Aix-la-Chapelle et tout, jamais lâcher les jeunes chevaux. Je montais des jeunes chevaux. Je faisais Aix. Et le mardi, j'étais aussi sur le dos des jeunes chevaux. Donc ça, c'est toujours complémentaire pour moi. J'ai jamais lâché la bâche et j'ai jamais lâché le réservoir. Ce qui fait que par rapport à plein d'autres écuries, sans gros moyens, la pompe, elle a tout le temps été alimentée en rentrant 10-4 ans tous les ans. Après, vous avez 8-5 ans, 6-6 ans et 4-7 ans. C'est tout le temps alimenté, la pompe. Donc si vous voyez, mes cavaliers, ils n'ont jamais été à pied. Depuis qu'elle est petite, Margot, depuis qu'elle est championne d'Europe Children à Istanbul, elle a toujours eu des chevaux pour sauter les grands prix. Et c'est pas si anodin que ça, que si vous n'êtes pas riche ou des propriétaires très riches, c'est parce que la pompe, elle est tout le temps alimentée. Et cette pompe, pour l'alimenter, c'est au quotidien, courir à la campagne. Et ce qui me manque, c'est justement le temps. Moi, je suis aussi excité si on m'envoie une vidéo d'un cheval, un poulain même. J'adore aller voir, avoir des nouveaux chevaux. Mais je dois me limiter, mais parce qu'il n'y a que 55 box à la maison, et s'il y a 60 chevaux, ça ne le fait pas. Et souvent, on en a 60 pour 55 box, si vous voulez. Donc, c'est tout le temps cette envie de plus. Et quand je vivais avec ma femme au quotidien, elle arrivait à me raisonner un petit peu. Aujourd'hui, il n'y a personne qui me raisonne. Donc, des fois, ça fait un peu peur de ne pas pouvoir s'arrêter. Il vous faut un garde-fou. Là, je fais de l'élevage. Et cette année, j'ai fait de l'ICSI et tout, et ça prend des proportions qui me font un peu peur parce qu'à un moment, il faut quand même dire stop, enfin, se raisonner. Et quand le comptable me dit combien vous avez de chevaux, je suis incapable de dire. Est-ce que vous lui mentez? Non, mais c'est grave. À 5 ou 6 près, ou même peut-être à 10 près, je ne suis pas capable de vous dire combien de chevaux. Évidemment, je n'en ai pas des milliers comme Chocomel, mais ça fluctue tout le temps et j'en ai l'impression de n'en avoir jamais assez. Est-ce qu'on a le temps, Timekeeper, Léa, pour une dernière question? Je voulais vous poser une dernière question, Bruno. Alors, prendre un tout petit peu de hauteur parce que vous avez un œil très éclairé, très avisé sur ce qui se passe autour de vous. Vous évoluez dans ce milieu depuis longtemps, mais surtout, vous vous y intéressez vraiment. J'aimerais savoir si vous aimez la direction que prend le sport, si vous aimez le sport tel qu'on le découvre aujourd'hui quand on est en compétition, si vous trouvez que l'évolution depuis vos débuts de la compétition, de l'environnement, du commerce, de l'élevage, est-ce que tout ça, c'est positif d'après vous? Il faut vivre avec son temps. Après, c'est sûr que moi, par rapport à quand j'ai débuté aujourd'hui, à l'époque, le global n'existait pas. Je ne sais pas s'il y a quand même beaucoup de sports où vous payez pour participer. Ça, c'est un truc qui me chagrin un petit peu. Parce que moi, si vous voulez, en ayant débuté dans ce métier sans argent, c'est avec le talent, l'énergie, ma passion et tout ça, et la chance que j'aurais pu faire du haut niveau. Mais aujourd'hui, quand même, il faut avoir un sérieux capital argent, des propriétaires très riches. Donc l'argent a vraiment, je dis pas pourri, mais c'est pareil pour le football, mais je veux dire, il faut avoir tellement d'argent pour accéder, mettons, au global. Si vous n'êtes pas dans les 30 meilleurs mondiaux, et le coût d'une équipe, tant mieux pour les riches, mais ça, c'est quand même le facteur qui me déplaît un peu, les wildcards que vous pouvez ici. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui... Mais après, aujourd'hui, le concours, c'est devenu comme ce concours qui est magnifique. Il faut de l'argent pour le mettre sur pied. Donc, vous prenez l'argent aux riches. Les riches font plaisir en montant.
Et il y a peut-être un peu moins de place pour les gens qui n'ont pas d'argent. S'ils n'ont pas d'argent, il faut qu'ils soient très chanceux comme moi, ou très fous, très enragés, tout ce qu'on veut, pour pouvoir avoir la place, ou du talent aussi. C'est pas la folie, c'est du talent. Ou du talent à pied, comme moi, ou du talent à cheval, comme Nicolas, ou le mix des deux, le mariage de tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment c'est le nerf de la guerre pour beaucoup de secteurs. Mais c'est vrai que si vous voulez monter dans le global et dans les grands concours, aujourd'hui, on vous demande de payer. Ça, c'est un peu dommage. Je ne pense pas que ça existait à mon époque. Après, bon, tout le circuit CSIO, ce n'est pas une question d'argent. Là, c'est une question de talent et de CSIO, de représenter votre pays. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc là, c'est pas le facteur financier ne rentre pas trop en ligne de compte. Donc, vous achetez pas votre participation en équipe de France, pas pour une Coupe des Nations. Mais voilà. Bruno, je crois qu'on va s'arrêter là. Oui, sinon vous n'avez pas couché. On aurait pu parler avec vous pendant des heures encore, moi, je crois. Très volubile. Si vous me branchez sur un sujet que je maîtrise. Eh bien, écoutez, vous savez quoi, on se donnera rendez-vous pour une deuxième partie de cet épisode. En tout cas, pour le best-of ou le post-cat. Le bonus. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris tout ce temps, d'avoir parlé avec nous avec autant de transparence, avec autant de passion. Surtout, ça nous a ranimés nous aussi. On va poursuivre cette journée. On sait que vous allez regarder avec attention l'épreuve qui va bientôt commencer. Puis on vous retrouve le 5 bientôt. étoiles, ça faut savourer ces instants-là. On a galéré à vous avoir, mais ça valait le coup. Merci Bruno. Bonne journée à vous.